Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'opposant Martin Fayulu prennent part à Washington à la 74e édition du National Pride Breakfast, une rencontre annuelle de haut niveau qui réunit dirigeants politiques, responsables religieux et acteurs économiques du monde entier. Plus d'explications dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est officiellement invité à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 74e édition des National Prayer Breakfast, prévu ce jeudi 5 février dans la capitale américaine. Ces rendez-vous annuels de haut niveau réunissent des dirigeants politiques, des responsables religieux, des acteurs économiques et des figures influentes de la société civile venues du monde entier. À cette rencontre emblématique de diplomatie informelle et spirituelle, l'opposant congolais Martin Fayulu est également annoncé. Arrivé à Washington le lundi 2 février, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 prendra part aux différentes activités prévues en marge de l'événement, marquant ainsi une rare convergence des figures majeures de la scène politique congolaise dans un même cadre international. La République démocratique du Congo sera aussi représentée par plusieurs responsables religieux de premier plan. Parmi eux, le pasteur Eric Senga, secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, ainsi que Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dont la présence souligne le poids du leadership religieux congolais dans les dynamiques nationales et internationales. Organisé chaque premier jeudi du mois de février, les National Prayer Breakfast est un événement chrétien de renommée mondiale centré sur des temps de prière, de réflexion et des rencontres informelles. Depuis la première édition en 1953, à laquelle avait participé le président Dwight Eisenhower, tous les présidents américains ont pris part à cette rencontre devenue un symbole de dialogue entre foi, pouvoir et diplomatie. La participation de plusieurs personnalités congolaises à ces forums intervient dans un contexte politique et sécuritaire sensible pour la RDC, donnant dans cette présence une portée à la fois spirituelle, diplomatique et politique. En RDC, la tension politique monte d'un cran. Les déclarations d'Augustin Matata Ponyo sur TV5 Monde font réagir le gouvernement. Patrick Mouyaya, porte-parole de l'exécutif, a démonté point par point les propos de l'ancien Premier ministre qui l'accuse de mensonges, de stigmatisation et de réécriture de l'histoire. Commentaire. Les récentes allégations de Augustin Matata Ponyo à la chaîne de télévision française TV5 continuent de faire réagir l'opinion politique congolaise. Choqué par ces propos qu'il juge indignes et mensongers, Patrick Mouyaya n'y a pas réservé une réaction moins incisive. Le porte-parole du gouvernement congolais a réagi de manière assez limpide pour être compris. Toute personne crédible ne peut pas accorder foi à ce qui a été dit par le Premier ministre honoraire Matata, a-t-il asséné d'entrée avant de sonner dans la foulée. Il ne rappelle pas de bons souvenirs aux Congolais. Plus de 2 millions de dollars volatilisés dans les projets de Bukanga Lonzo. Quant à la déclaration de Matata Ponyo sur le jugement tribalo-ethnique dont il a avoué avoir été victime, le ministre de Communication et de Médias en RDC a usé d'un accent interrogatif pour quadriller sa réaction. Pourquoi regarder les juges en fonction de leur tribu et non pas en fonction de leurs compétences? S'est-il questionné. On ne peut pas se présenter comme un leader porteur du changement en tenant ce genre de discours de stigmatisation, un discours de haine, a conclu Patrick Mouyaya, dont décidément les réactions autour de tous ceux qui critiquent le gouvernement pour lesquels il est le porte-voix ne tardent plus. Une sortie musclée qui illustre une fois de plus la nervosité du climat politique en RDC, où chaque prise de parole à l'international est scriptée, décortiquée et immédiatement ramenée dans l'arène du débat national. Les débats autour du dialogue national se dirigent en République démocratique du Congo. Les cadres de concertation de forces politiques et sociales contestent les modalités évoquées par le président Félix Tshisekedi qu'il juge unilatérales. Dans une déclaration rendue publique à Bruxelles et à Kinshasa, cette plateforme plaide pour un dialogue véritablement inclusif et représentatif qu'elle considère comme une exigence politique face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Suivez l'extrait de leur déclaration. Déclaration du cadre des concertations des forces politiques et sociales. Le cadre des concertations des forces politiques et sociales a suivi avec une attention soutenue l'allocution du président de la République devant le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, relative à la question du dialogue national tant attendu par le peuple congolais. À la suite de cette intervention,
le cadre des concertations tient à faire la déclaration suivante. Primo, le dialogue national, inclusif et représentatif, constitue aujourd'hui une exigence politique nationale. Au regard de la crise multidimensionnelle qui frappe durement notre pays, sa tenue doit garantir la participation effective de toutes les composantes de la société congolaise afin de créer les conditions nécessaires à la fin de la guerre, à l'allègement de la souffrance du peuple et à l'ouverture d'une perspective politique et nationale. Segundo, il n'appartient pas au président de la République, partie prenante au conflit et acteur central de la crise actuelle, de décider unilatéralement du lieu, des modalités d'organisation, des participations, des déroulements, ni du périmètre des débats du dialogue national. Une telle captation du processus compromettrait gravement sa crédibilité en le privant de son caractère inclusif et en risquant de les réduire à un exercice formel dépourvu des portées réelles. Tertio, en imposant des conditions unilatérales, cadre strictement national, interprétation partisane de la Constitution et exclusion arbitraire d'acteurs condamnés par une justice inique, les pouvoirs vident le dialogue de toute substance et cherchent à en faire non un outil de résolution de la crise, mais un instrument de consolidation de sa dictature, s'érigeant ainsi en juge et partie d'une crise nationale dont il est l'une des causes. Quarto, confier l'organisation du dialogue aux seules institutions en place constitue un non-sens démocratique. Issu d'élections largement contestées et entachées d'irrégularités massives, elle ne dispose ni de la légitimité morale, ni de la crédibilité politique pour organiser un dialogue censé sortir la nation de la crise. Quinto, le cadre de concertation des forces politiques et sociales réaffirme avec constance son attachement à la tenue d'un dialogue politique véritablement inclusif, placé sous une médiation neutre, crédible et indépendante, telle que proposée par la mission conjointe ECC-5 et validée par l'Union africaine. Sexto, le cadre des concertations appelle toutes les forces politiques, sociales, citoyennes et patriotiques à s'élever, s'unir et se mobiliser pour imposer un pacte républicain fondé sur la vérité, la justice et la volonté souveraine du peuple. Fait à Bruxelles et à Kinshasa le 3 février 2026 pour le cadre des concertations de forces politiques et sociales, Michel Mwikabanda, coordonnateur et porte-parole. À Bumba, dans la province de la Mongala, la première ministre Judith Suminwa a été accueillie hier mardi 3 février au port public par les responsables de l'agence congolaise des grands travaux. En séjour dans la région, le chef du gouvernement a été informé au lancement imminent des études de modernisation de cette infrastructure stratégique en présence de plusieurs membres de l'exécutif national, dont le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Le détail dans cet élément. Avec ses 410 mètres de long sur 110 de large, le port de Bumba dans la province de la Mongala va être modernisé dans les jours qui viennent. Les 2 grues vétustes, installées depuis 1955 et à l'arrêt depuis 1992, vont être remplacées par des équipements modernes et toute la plateforme sera refaite de manière à accueillir au même moment une dizaine de bateaux.
Un quai bien plus grand et adapté sera également construit. Voilà les principales informations données à la Première ministre par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, dont la structure lance ce 3 février 2025 les études pour la modernisation de ce port public. En compagnie de certains de ses ministres, dont Jean-Pierre Liaou, natif du coin, et John Bonzalunda, des infrastructures et travaux publics, Judith Souminoa Toulouka a également reçu quelques explications du responsable de la société de chemin de fer, Où est le fleuve, qui exploite ce port. Nico Nzaou a fait savoir également que le financement de ces travaux proviendra programme sino-congolais et prendra en charge l'avenue du port long de 1700 mètres et le traitement de quelques érosions côtières présentes sur le site du projet. Le positionnement de ce port à la jonction du fleuve Congo avec la voie ferrée qui va de Bumba à Mumbere après un parcours d'un peu plus de 800 km a permis le début du développement économique de la zone. Le café produit à Komba, Buta, Mawa, une fois acheminé à Bumba par voie ferrée, était transporté vers Kinshasa par voie fluviale. Les produits manufacturés et le carburant en provenance de la capitale pouvaient atteindre toute cette zone par le même canal. Un jour auparavant, la première ministre était à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, où elle a lancé les travaux de modernisation de la voirie à partir de l'aérodrome de la ville. L'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, Alison King, a été reçue ce mardi 3 février par le ministre de la Justice Guillaume Ngefa. Au cœur de leurs échanges, la lutte contre la corruption, le renforcement de l'état du droit et la promotion de la transparence. Le gouvernement congolais réaffirme notamment sa volonté de mettre en œuvre le registre de bénéficiaires effectifs, un outil clé pour assainir le climat des affaires et attirer les investissements. Suivez ici les propos de l'ambassadrice du Royaume-Uni. J'étais là pour échanger avec son Excellence le ministre de la Justice pour plusieurs raisons. Donc, l'un, c'était la lutte contre la corruption qui est essentielle pour améliorer le climat des affaires et la réputation de ce beau pays et attirer les investissements étrangers. Deuxièmement, pour discuter l'espace civique, l'importance de respecter les lois et les procédures congolaises, étant donné que la sécurité nationale du pays est la priorité absolue pour le gouvernement. Et troisièmement, pour un dossier bilatéral concernant un ressortissant britannique. Donc la Grande-Bretagne a plusieurs programmes et pistes de coopération et de soutien pour la lutte contre la corruption et conflits d'intérêts. Donc, on travaille beaucoup avec la société civile congolaise qui est très impliquée dans ces efforts importants. Par exemple, on peut discuter une réconciliation de toutes les lois congolaises qui sont pertinentes dans le projet d'avoir un registre pour les intérêts, les bénéficiaires effectifs, donc c'est-à-dire les vrais intérêts derrière des entreprises et sociétés, qui est très important pour comprendre vraiment les flux d'argent, les financements. Je crois que les ministres du gouvernement congolais regardent avec beaucoup de sérieux, prennent avec beaucoup de sérieux l'importance de ce dossier. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes d'action parce que c'est un domaine assez complexe. Donc il y a plusieurs différents domaines dont on peut parler du secteur minier, on peut parler du secteur de la finance, on peut parler aussi de l'architecture de l'État même, l'administration publique. Mais je vois qu'il y a une vraie volonté de trouver des solutions et d'avancer. Certes, ça va pas prendre, c'est pas un travail d'une semaine, d'un mois, mais ce qui est important, c'est la volonté et la direction. Et je crois que plusieurs membres de la communauté internationale sont vraiment prêts à accompagner le gouvernement congolais dans
l'éducation nationale, une nouvelle citoyenneté, une nouvelle page s'ouvre. Juvenal Sanga Kaoubo a officiellement pris ses fonctions de secrétaire général du ministre mardi 3 février à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur nommé le 28 janvier dernier. Il entame ainsi sa mission au cœur de l'administration éducative. Reportage. Article 1er. Sont affectés et mis en place pour exercer les fonctions de secrétaire général les hauts fonctionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Administration, l'éducation nationale des nouvelles citoyennetés, Sanga Kaoubo Juvenal, matricule 403 207. Tout a commencé par la lecture du PV d'installation du secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelles citoyennetés lors de cette cérémonie présidée par l'inspecteur général à la fonction publique. Le secrétaire entrant du ministère Juvenal Sanga a pris officiellement ses fonctions après la signature du PV, l'échange des documents et son installation officielle. Je tiens à saluer d'abord l'Assemblée ici présente. Bonjour à tous. Je remercie le président de la République. Je remercie le VPM Fonction publique. Je remercie la MINETA Éducation nationale qui ont permis et qui m'ont accepté que je puisse occuper ces postes aujourd'hui. Je suis arrivé, nous allons faire le travail avec vous. Il y aura un calendrier qui va permettre à ce que nous puissions être longs et larges pour davantage échanger. Par la suite, le secrétaire général s'est rendu au cabinet du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté où il est venu présenter ses civilités à l'autorité des tutelles. Sur place, il a été reçu par le vice-ministre à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Théodore Kazadi. Le patron de l'administration de l'EDU-NC a présenté ses vifs remerciements pour la confiance placée en sa modeste personne et ce dernier reconnaît la lourdeur de ses responsabilités. Après une tête-à-tête entre les deux personnalités, le désormais secrétaire général dit être prêt pour un bon et loyal travail à l'administration du ministère. Je suis venu présenter les civilités, je suis venu marquer ma disponibilité à collaborer de manière à faire booster notre secteur. Voilà la raison de ma présence ici. On m'a accueilli à bras ouverts et je constatais cette disponibilité de collaboration et que en toute responsabilité, il me revient à moi maintenant de mériter cela. Après la cérémonie de remise et reprise et l'échange avec le vice-ministre, place au travail pour le secrétaire général à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et pour terminer ces actualités, rendons-nous au Sud Kivu. La SN23 resserre les taux sur les affaires foncières. Le mouvement a lancé une traque systématique contre les faussaires et les usurpateurs des titres de propriété accusés d'alimenter l'anarchie foncière et les conflits locaux. Une opération présentée comme une volonté d'assainissement du secteur. Reportage signé sur des communications du gouvernorat du Sud Kivu. Faux et usage de faux, falsification des documents officiels et usurpation des qualités d'avocat, telles sont les infractions mises à charge de Sieur Shombana Chamboa Jams, appréhendées par les services d'intelligence du mouvement révolutionnaire AF123 au Sud Kivu. L'intéressé est reconnu coupable de falsification d'une correspondance du gouverneur de province portant interdiction à tout individu ou association de s'approprier les triangles publics non loin du marché d'Engouba, servant d'espace vert et dédié au mémorial de femmes victimes de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi consacré le 17 octobre 2010 au terme de l'édition de la Marche mondiale pour les femmes commémorée à Bukavu. Cet endroit, notoirement connu sous le nom de Chevaucrime, a fait l'objet d'une attribution frauduleuse d'espace à un certain Faustin Mayani, pourtant reconnu comme domaine du patrimoine de l'État. Hii espace ni nafasi ya l'État ya depuis zamani. Hapa ni nafasi ya l'État, tunapojua bien. Sasa tunajua ni kwa l'État hapa. Vraiment mkubwa atukaze kuprotege hii juu espace tunabakiana mwingine, atusaidie kabisa
protéger sana. N'étant pas reconnu par le barreau comme avocat, Shombana Shambo Adjams a été appréhendé par les services d'intelligence du mouvement au moment où le Triangle connaissait le déploiement d'un dispositif sécuritaire pour cautionner les travaux de construction anarchique qui étaient amorcés. Faisant suite aux alertes de la société civile ainsi que des autres Congolais soucieux du bon aménagement de la ville de Bukavu et du respect de l'autorité de l'État, le gouverneur Patrick Boussouangui a tapé du poing sur la table. La vigilance de chaque citoyen doit être de mise pour mettre hors d'état de nuire tout individu ou réseau de mafieux opérant pour saper l'autorité publique, menacer les espaces verts et surtout ternir l'image de marque de la révolution. Une révolution qui vient trancher avec les pratiques du passé, redonnant au Congo et aux Congolais la dignité. Nous sommes reprochés des faits de falsification des documents. Bon, je reconnais pour certains. Dans la lettre dont le gouverneur nous a répondu, un camarade l'a falsifié en notre faveur en scannant notre lettre originale et puis il a changé le contenu. Le site n'appartient ni à mon client, ni à l'association des femmes ayant organisé la marche, ni à M. Bokrim. Bon, le message que je peux donner, c'est vraiment limiter ça. Nous-mêmes, conseil, nous devons alors dès lors être prudents pour ne pas être induits en erreur par nos clients à cause de l'argent, alors qu'il y a plus valeureux que l'argent. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.